Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que le modèle d'entreprise proposé par le gouvernement et l'Europe des Startup Nations profite uniquement aux marchés financiers et aux spéculateurs. Ce modèle de développement n'a pas du tout pour but d'ouvrir le monde de l'entreprise, mais au contraire d'en favoriser sa prise de contrôle par les marchés financiers. Le gouvernement français a déjà affirmé son souhait de mettre des fonds pour favoriser la création et la survie des startups, même en période de crise. Depuis le début du quinquennat, c'est le modèle d'entreprise qu'il plébiscite. Fin mars, pour les 100 jours de l'investiture d'Ursula von der Leyen, la Commission européenne a donné son plan pour l'appareil productif européen. La Commission Industrie a été présidée par Thierry Breton, ultralibéral français. Sans surprise, elle promeut le modèle start-up et met en avant des outils financiers et des lois pour aller dans cette voie. Si vous êtes un patron d'entreprise classique, artisan, commerçant ou même petit industriel, vous n'avez rien à gagner avec ces différentes politiques. Vous n'intéressez ni les gouvernements ni le monde de la finance. Et au même titre que les autres citoyens, vous allez payer pour les autres. La start-up désigne dans le langage courant des entreprises créées rapidement, le plus souvent avec peu de moyens, sur des niches et avec un fort potentiel de développement. La start-up est un pari risqué. Déjà pour une entreprise classique, au bout de 5 ans, seul entre la moitié et 2 tiers existent encore. Et là, plus le projet est sécurisé, plus la mise de fonds est importante et plus ça a de chances de marcher. La start-up, qui est un pari avec peu de moyens, a donc une chance de survie beaucoup plus faible. Beaucoup de start-up se basent sur des avancées techniques ou technologiques de leurs créateurs. C'est l'innovation du créateur qui va donner l'entreprise. La recherche et l'innovation coûtent extrêmement cher et les statistiques nous montrent que la recherche privée est toujours impulsée par des fonds publics. Il faut en moyenne 1 euro de fonds publics pour impulser 2 euros de fonds privés en recherche et développement. Sans l'impulsion publique, ça ne se lance pas. Vous pouvez trouver ce ratio de 1 euro public pour 2 euros privés dans toutes les études de l'INSEE traitant de la R&D et même dans le rapport du Sénat traitant du sujet il y a 15 ans. C'est pour cette raison que quand l'Europe s'était fixée pour objectif de porter la recherche et l'innovation à 3% du PIB européen, cela supposait 1% de fonds publics pour obtenir 2% de fonds privés. On peut constater que les grosses entreprises qui font de la recherche et développement sont largement soutenues par les fonds publics. On retrouve principalement des labos pharmaceutiques, de l'armement, de l'énergie et des bagnoles. Histoire de noircir un peu le tableau, une grosse partie des crédits impôt recherche ont été pris par des banques qui s'en sont servis pour créer des algorithmes pour spéculer en faisant plus de profit. La crise économique qui s'annonce aura aussi été amplifiée par ces crédits d'impôt. On n'a jamais mis les 1% qu'il fallait pour faire de la R&D puisqu'on a fait de l'austérité à la place. Mais en plus, le peu de pognon qu'on a mis aura été pompé en grande partie par la finance. Tout ça pour dire que les grandes entreprises et les grands groupes financiers n'ont pas envie de se lancer dans la recherche tout seuls. Ça coûte trop cher et c'est trop risqué. À la place, ils ont trouvé le moyen de faire que les autres fassent de la recherche et prennent les risques pour eux. C'est le modèle des startups. En favorisant les startups, les gouvernements français et l'Europe poussent les citoyens à prendre les risques que les financiers n'ont pas du tout envie de prendre. Et en proposant des crédits d'impôt et des garanties, ce sont les citoyens entre eux qui financent les startups et qui payent quand elles se cassent la figure. Tout est donc payé par les citoyens dans l'économie réelle pendant que les financiers regardent ça sans rien faire. Au bout de quelques mois, la majeure partie des startups s'est cassé la figure. C'est le principe de la recherche. On essaye et ça marche pas souvent. Mais pour que ça marche, il faut faire plein d'essais. Et ce sont les États, donc les citoyens et les entreprises qui ont financé tous ces essais. Pour les startups encore en course, arrive le moment charnière. C'est le moment où elles peuvent commencer à dégager de gros bénéfices. Et c'est le moment où rentrent en scène les marchés financiers. Quand la startup a besoin de fonds pour son développement, elle a 2 stratégies. La première, c'est d'aller voir sa banque pour obtenir un crédit classique. Sauf que vu les montants engagés, la banque pourrait très bien refuser ou demander des très grosses garanties aux start-upers et ça, c'est pas forcément gagné. La deuxième stratégie, c'est d'aller en bourse pour demander à des investisseurs, autrement dit les financiers, d'acheter des parts de l'entreprise. Ces investisseurs, qui n'ont pas du tout participé à la prise de risque initiale de l'entreprise, peuvent cueillir le fruit quand il est mûr. La start-up, devenue entreprise générant des bénéfices, va pouvoir faire vivre les actionnaires qui vont capter ces bénéfices. La Commission européenne est justement en train de faciliter le passage en bourse des startups, histoire de permettre encore plus facilement aux financiers de mettre la main dessus. Dans le même temps, la BCE, plutôt que d'aider les États qui subissent une crise depuis 2015 et qui va lourdement s'accentuer avec la crise actuelle, a donné depuis 2015 2 700 milliards d'euros de quantitative easing ou QE aux financiers.
et Christine Lagarde a annoncé qu'elle allait donner 1100 milliards d'euros supplémentaires de QE aux financiers. Les QE, c'est de la planche à billets, c'est la BCE qui donne directement du pognon aux marchés financiers plutôt que le donner aux États. Tout ce fric filé aux grands groupes financiers, ajouter une incitation aux startups de passer en bourse, c'est juste une organisation pour permettre à ces acteurs privés de prendre le contrôle de nos entreprises. Les instances européennes facilitent la prise de contrôle de l'économie par les grands groupes financiers. Cette stratégie n'est pas nouvelle, ça fait des décennies que Microsoft, Google ou même des Français comme Lagardère ou LVMH scrutent en permanence les nouvelles entreprises pour soit monter au capital, soit faire un chèque aux créateurs pour en prendre le contrôle. Ce modèle de start-up permet juste aux grands groupes de conserver leur monopole en s'accaparant dès le départ de tout ce qui pourrait ressembler à une concurrence, mais en plus ça leur permet d'augmenter chaque année leurs bénéfices. La Startup Nation, c'est un des leviers pour donner le contrôle de l'économie à des grands groupes privés. Ce sont les citoyens et les entreprises classiques qui travaillent, payent des impôts et prennent des risques pour que tout ça fonctionne. Le gouvernement français et la Commission européenne, pendant ce temps, font tout leur possible pour adapter les lois et donner des milliers de milliards d'euros aux financiers pour leur permettre de prendre le contrôle de l'économie. C'est le but des néolibéraux, le contrôle total par quelques acteurs privés dont le seul objectif est la maximisation des bénéfices.